Bon, on s'attaque un peu à du lourd là. Je pense, pas mal parler, mais je vais aussi prendre pas mal d'exemples, donc n'hésitez pas à vous asseoir confortablement parce qu'on attaque un gros morceau, comme je viens de le dire en fait. Bonjour à toutes et à tous, très gros sujet aujourd'hui car nous allons revenir sur le cinéma français. Alors vous le savez, je le défends, il y a énormément de conneries qui circulent sur les réseaux et qui sont mises en avant par des personnalités publiques ayant une certaine notoriété et une certaine audience. Et plutôt que de se conforter dans les raccourcis stupides que ces personnes subliment, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et on va en parler de manière purement artistique, cinématographique, mais aussi d'un point de vue un peu production. Le sujet du cinéma français est revenu il n'y a pas longtemps dans les tendances, car les salles ont dressé le bilan assez pauvre du mois de septembre 2022 qui a enregistré très peu de places. Une campagne financée par l'État a par ailleurs été lancée il y a quelques jours pour redonner envie aux gens d'aller au cinéma. Bon, on oubliera très vite le spot qui est juste un ramassis de clichés, on n'est décidément pas aidé. De plus, la bande-annonce du prochain Astérix a relancé les idées reçues en tout genre, que le cinéma français serait médiocre, pas assez diversifié, moralisateur et très riche au vu du budget astronomique de 65 millions d'euros pour le film. Bon, on va nuancer tout ça et tenter d'expliquer pourquoi toutes ces affirmations ne sont qu'une preuve de l'ignorance de ceux qui en parlent. Première idée reçue, c'est que le cinéma français manquerait de diversification ou de diversité dans les histoires. Ça tournerait toujours autour du drame social bien pensant ou bien de la comédie potage populaire. Alors on va répondre sur 2 points pour combattre cette idée reçue. Déjà, premier point, le cinéma français a une marque toute particulière dans l'histoire du cinéma, car il fut très souvent assez engagé en mettant en scène des situations sociétales. C'était le cas lors du réalisme poétique par exemple dans les années 30 et 40, qui filmait des personnages majoritairement issus de la classe prolétaire. Pareil au début des années 50 avec la nouvelle vague, qui s'intéressait aussi plus à la libéralisation sexuelle et aux nouvelles mœurs. Et même à partir des années 70, le cinéma français a toujours été réputé pour sa grande création cinématographique, surtout pour raconter des histoires autour des relations entre les gens, ça c'est vrai, et ça a aussi été des inspirations pour plein d'autres réalisateurs étrangers. Alors est-ce que ça en fait pour autant des films bien pensants ? Je vous conseillerais la filmographie de Maurice Pialat pour vous prouver que ce n'est pas le cas, c'est le réalisateur le plus prolifique de son époque et il est aujourd'hui considéré comme un des plus grands réalisateurs français. Alors pour le coup, c'est plus un réalisateur qui a eu beaucoup de succès à la fin des années 70 qu'au début des années 70, mais je peux citer par exemple le film Passe ton bac d'abord qui montre la vie d'un groupe d'adolescents à Lens, qui rencontre un succès commercial, Loulou qui raconte l'histoire d'une femme qui quitte son compagnon et sa vie bourgeoise pour vivre son histoire d'amour avec Loulou justement, un type qui ne travaille pas et qui passe son temps à traîner dans les cafés avec ses amis. Succès critique et commercial aussi. À nos amours qui parle d'une fille de 15 ans et de sa conscience sexuelle, succès critique aussi. Son film Police, qui est un film de genre policier qui illustre les rapports troubles entre les policiers, les prostituées, les truands et les avocats dans le milieu parisien, succès aussi. Ou bien encore le film Sous le soleil de Satan qui avait reçu la Palme d'Or en 1987 si je me trompe pas, qui parle d'un jeune abbé qui a un doute sur sa vocation et sur sa croyance en Dieu. Pareil, succès critique et commercial. Alors que ce sont des films très loin d'être agréables et qui posent souvent des questions un peu gênantes au vu de la société française à l'époque. Bref, petite digression pour vous conseiller sa filmographie qui est en ce moment gratuite sur Arte, donc foncez. Et je profite un peu du fait qu'on parle des années 70 parce qu'en général on a souvent tendance à entendre que le cinéma français c'était mieux avant, etc. blablabla. Pour vous donner quelques citations d'un documentariste qui s'appelle Jérôme Ouibon qui a publié un article récemment sur Télérama, et c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de documentaires pendant la période des années 70, il a notamment fait un documentaire sur Belmondo. Et il dit notamment ça en parlant de plusieurs réalisateurs. En 2018, je termine un film sur la fameuse édition interrompue du Festival de Cannes de 68 qui me laisse avec une question. Quel impact a eu cette période charnière sur le cinéma français qui allait suivre ? Cette collection est née de l'envie de creuser cette réflexion non pas à partir d'intervenants mais des films. Qu'ils aient été des succès publics ou plus marginaux, nos années 70, donc c'est un documentaire, veut rappeler à quel point la période a été une fabrique d'auteurs qui avaient un réel discours sur leur époque. La première salve du documentaire de 6 titres conforte l'idée d'un regard sociologique transversal jusqu'à rallier les genres, de la comédie provocatrice comme Calmos de Bertrand Blier et sa vision littérale de la guerre des sexes, au drame psychologique comme Je t'aime moi non plus, ou la libération sexuelle selon Serge Gainsbourg. On a oublié à quel point le cinéma français populaire des années 70 était politique. C'est frappant par exemple chez Pierre Richard, dont les premiers films assument qu'il était avant tout un réalisateur engagé. Sa charge contre le capitalisme ou les ventes d'armes dans Je sais rien mais je dirai tout est sidérante aujourd'hui. Même un De Funès qui n'était pas le comédien le plus militant tourne alors Les aventures de Rabbi Jacob ou L'aile ou la cuisse, comédie qui questionne directement l'antisémitisme ou la malbouffe, ce qui n'empêche pas certains réalisateurs de rester conservateurs quand dans Peur sur la ville, une grenade est jetée devant un cinéma qui projette un porno. Je crois que le message d'Henri Verneuil est clair. Moi je trouve que ça fait surtout des films très touchants, ce genre de thème, parfois beau, parfois moche ou difficile, qui proposent une réelle émotion esthétique. Que ce soit une volonté de filmer le réel par le biais de fiction,
d'œuvres d'inventés de toutes pièces ou bien de documentaires. Et ça, c'est du réalisme poétique à aujourd'hui. Et surtout, même si les drames sont effectivement souvent présents, les films peuvent être totalement différents, de par la mise en scène du réalisateur ou de la réalisatrice, et aussi de son histoire, le social, le sociétal, les relations humaines, le sexe, la vision du monde, ce sont des choses si vastes que la capacité à faire des films dessus est presque illimitée. Pour prendre des exemples, À plein temps, réalisé par Éric Gravel, n'est pas fait de la même façon qu'Un autre monde de Stéphane Brisé, qui parlent tous les deux de situations sociétales, et qui sont des drames. Dans le premier, on suit une femme célibataire habitant à des kilomètres de son lieu de travail, et qui a beaucoup de mal à le garder tout en s'occupant de ses 2 enfants en bas âge. Mais elle doit en plus faire avec les grèves de transport qui vont la chambouler. Le film est monté comme un thriller, les plans sont souvent très serrés et le rythme est effréné, comme si elle pourchassait quelque chose en vain. Le réalisateur sait très bien faire ça d'ailleurs, il sait très bien monter le stress, et le film ne respire jamais vraiment. Dans Un autre monde, on est sur un réalisme plus posé, la caméra est plus calme, et laisse place surtout au dialogue. Dans ce film-là, on suit le patron d'une entreprise qui doit licencier une vingtaine de salariés sous la demande de ses chefs. Et là, le réalisateur va appuyer sur les réunions et les dialogues, en plus des difficultés familiales, pour dresser le portrait d'une famille qui a du mal à survivre face à ces changements. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier 58. Alors, j'aime les 2 films, même si j'ai une préférence pour À plein temps, et même si les personnages et les histoires sont différentes, les 2 longs métrages sont des drames sociaux. On aime aussi beaucoup parler d'amour, et c'est fait aussi de manière assez différente. Chronique d'une liaison passagère parle d'une aventure entre 2 personnes, Les enfants des autres parlent d'une reconstruction familiale, L'innocence sur les sentiments qui ne sont pas avoués, on peut lire aussi une histoire d'amour très forte dans Asbestas dans sa seconde partie avec la conviction de jeune Marina Foïs. Léa Misius raconte même une histoire d'amour sous le thème fantastique avec des événements étranges. Enfin bref, c'est très varié et je pense que toute personne ayant vécu une histoire d'amour peut être touchée par ces relations. Pareil d'ailleurs pour ceux qui n'en ont pas vécu. Ça peut être une jolie expérience. Bon, j'ai engagé du coup le deuxième point de cette réponse, c'est que c'est faux, il n'y a pas que de la bien-pensance et de la comédie bas de gamme pour mégère et pépère. Si on reprend le catalogue de tous les films français sortis de début 2019 à fin 2021, soit près de 829 films, il n'y en a qu'une petite vingtaine que l'on pourrait ranger dans ces cases, tout le reste est assez varié. En 2022 pour l'instant ça va du thriller avec Madeleine Collins, Les Promesses, Arthur Rimbaud, Enquête sur un scandale d'État, La Nuit du 12, Inexorable, Asbestas, Goliath, Novembre, Compromat, L'origine du mal, au drame social ou familial avec Rien à foutre sur le deuil, Frères et sœurs, Ouistreham, Le sixième enfant, Un beau matin, La vraie famille, Vortex, avec parfois du fantastique, j'ai cité Les 5 diables, mais La Nuée l'année dernière était excellent et c'est d'ailleurs des films qu'il faut soutenir je pense, c'est une manière d'arborer le fantastique assez original, ou bien de la comédie plus originale avec Incroyable mais vrai, Petite fleur qui est une comédie gore, L'innocent, En même temps, Poulet frites, Reprise en main, y a pas que Menteur ou Du cobu président quoi, du biopic d'un fait historique, de la guerre avec Adieu Monsieur Hoffman, La place d'une autre, Les Harkis, Simone le voyage du siècle, Bruno Redal, à l'adaptation littéraire et BD comme En attendant Beaujangle, Maigret, 3 jours une vie que je vous conseille qui est de 2021 pour le coup mais qui est un très bon thriller, Zai Zai Zai, La page blanche, et même l'animation avec Le sommet des dieux, Le petit Nicolas, Le pharaon, le sauvage et la princesse, Les secrets de mon père, plusieurs moyens métrages pour enfants qui sont aussi sortis, et ça passe par un paquet de thèmes. Effectivement, la science-fiction est encore très restreinte, et je l'ai déjà expliqué dans une vidéo pourquoi c'était pas encore trop démocratisé, et prochainement ça reste très prometteur. J'ai retenu Bowling Saturn, un thriller sur un chasseur, Jackie Caillou qui a l'air d'être un drame fantastique, Pacifiction qui est un film d'espionnage avec Benoît Magimel, enfin franchement il y en a encore un paquet. Il y a forcément des films moins bien que d'autres dans le lot, mais il y a un choix considérable qui est proposé en salle, j'en ai même pas cité un 5e, et l'année n'est pas terminée. Le problème c'est que ces films ne sont pas assez mis en avant, la faute aussi à un marketing qui est très inégal suivant les budgets des longs métrages et leur succès en salle, et c'est là où j'attaquerai le deuxième point. Un deuxième point que je vais nuancer, car il ne faut pas se leurrer évidemment, et le dernier Astérix en est une preuve, il y a des privilèges financiers selon qui produit ou réalise. Guillaume Canet n'a aucun mal par exemple à trouver des financements car ses films rapportent. Et il a Jérôme Sédou, le directeur de Pathé, qui a produit moult chefs-d'œuvre, tels Red Dingue, Superchondriac, Camping 3 ou Jack Mimoun qu'il distribue, dans les pattes. Il y a du copinage pour les plus haut placés car il y a effectivement une forme de bourgeoisie au sein de cette industrie. Il ne faut pas le nier et je suis d'accord que c'est un problème car le monde du cinéma est très cher et il est parfois difficile pour des réalisateurs et des réalisatrices de parvenir à financer des projets qu'ils ont. Donc je pense qu'il y a une distribution des financements qui n'est pas toujours très égalitaire mais qui est en accord avec les succès des films. Et cependant, je maintiens que ce souci économique n'influe pas sur la qualité des films. Il y a des personnes issues de la bourgeoisie qui réalisent des œuvres originales et parfois excellentes. D'ailleurs, je me permets de rajouter que ce ne sont pas forcément des réalisateurs ou des réalisatrices issus du monde de la bourgeoisie, mais il y a même des histoires qui s'ancrent dans un univers qu'on va dire bourgeois, ou bien un univers qui tourne autour de la classe moyenne supérieure, qui peut être très bien fait et qui peut conquérir vraiment un public qui est d'une autre classe sociale.
C'est un peu justement le principe de l'art et du cinéma, c'est de vraiment proposer une émotion esthétique, peu importe que l'on vienne de la classe du prolétariat, ou bien d'une classe moyenne supérieure, ou bien de la bourgeoisie. C'est ça qui est aussi très beau dans le cinéma. Mais je trouve que l'on met effectivement beaucoup trop d'argent dans certaines productions françaises. Et le souci, c'est que comme les budgets sont inégaux et ont parfois des écarts énormes à l'instar de ceux Astérix, le marketing qui suit pour promouvoir le film subit aussi le budget, qui ne concerne pas uniquement le tournage et la post-production. Donc c'est pour ça que dans les métros, les affiches publicitaires, les bandes annonces mises en avant, aussi sur internet, on verra bien plus les gros films du moment que les films au budget plus modeste. Mais ils existent et ils n'ont pas tous la prétention de satisfaire forcément les plus cinéphiles d'entre nous. Beaucoup sont très accessibles. Et aussi, malgré tout, comme les budgets sont plus petits, les retours sur investissement sont aussi souvent facilement rattrapables. C'est pour ça que quand j'entends que les petits films s'effondrent car ils ne font pas d'entrée, c'est un peu faux. C'est toujours évidemment mieux quand il y a des bénéfices dans les recettes, que le résultat d'un film au box-office dépasse le budget, mais quand ça rentre dans les frais, c'est très bien aussi. Par conséquent, beaucoup de films cette année par exemple ont eu entre 2 et 5 millions d'euros de budget, ce qui n'est pas beaucoup, rappelons-le, et arrivent à être justement remboursés par les sorties en salle. C'est juste une question d'échelle. Bien sûr que pour un film à 60 millions d'euros, le même nombre d'entrées qu'un film qui en a 5 serait un échec cuisant. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, qui est l'une des comédies françaises au plus gros budget en 2022, a coûté 20 millions d'euros et en a rapporté 18 millions en recettes. Ce qui n'est ni un succès ni un échec, car le rendement sera aussi présent lorsque le film sera en vente physique et en VOD. Mais à l'inverse, le film Rien à foutre, toujours l'un des meilleurs films de l'année d'ailleurs, allez le voir, il est dispo en VOD, a coûté au total seulement 2 millions d'euros et en a rapporté 990 000. Le ratio n'est pas le même, l'écart est plus important sur Rien à foutre, mais ça n'est pas non plus un gros échec au vu de petits budgets, qui sera rattrapé en VOD et en support physique. Ça me permet d'avancer une petite idée reçue sur le sujet, le fameux CNC qui financerait les grosses productions, le fameux. Bon, j'ai déjà débunké cette absurdité dans plusieurs vidéos, mais il faut savoir que le CNC distribue des aides ou des agréments, il finance rarement directement. Et surtout, ces aides sont majoritairement attribuées au budget modeste. Donc, très souvent, hormis quelques petits agréments donnés pour faciliter un tournage en région par exemple, le CNC ne participe que très peu aux grosses productions comme Pathé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas besoin de soutien. Elles ont déjà l'argent pour financer les futurs succès en salle. TF1 par exemple préachète les droits de diffusion très souvent de ces grosses productions, car c'est souvent cette chaîne qui par la suite diffuse ce genre de films, comme ce fut le cas pour le premier Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou la grande partie des comédies de Danny Boone. Et ils n'hésitent pas du coup à mettre un bon pactole, car ils savent que le retour sur investissement sera goulu. Donc rappel, il faut toujours penser à se taire quand on ne sait pas de quoi on parle, ça serait vraiment bien d'appliquer ça sur internet. Mais après, bien sûr, rien n'empêche les spectateurs d'aller voir d'autres films plus grand public, souvent américains à côté de ça. Ce que je veux vous montrer, c'est que le cinéma français est très varié dans ses propositions, et que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les films en salle qu'ils n'existent pas. Et même si un pan de sa production est très privilégié par sa notoriété et les financements faciles, il y a tout un autre côté bien plus majoritaire qui s'accroche, fait comme il peut et est souvent bien plus intéressant. Alors, je vais pas revenir spécialement sur le prix du ticket pour rester dans le chapitre sur l'argent, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui expliquent et prouvent que dire que le ticket est cher partout est stupide. Je vous mets en description les articles et le bilan annuel du CNC qui estime la moyenne d'un ticket à 7 € en France. C'est fourni et bien expliqué si jamais ça vous intéresse. Mais en fait, même si la moyenne est finalement assez basse et que le prix du ticket est très en dessous de la majorité de la montée des prix, comme les achats du quotidien, la consommation en terrasse dans les grandes et petites villes, l'alcool, les cigarettes, l'essence, enfin tout ça, ça reste malgré tout un sujet problématique pour beaucoup de gens qui ont un cinéma loin de chez eux et un tarif entre 10 et 13 €. Et moi ça, je ne le remets pas en question, mais ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi choisir certains films à voir plutôt que d'autres. Le prix est un problème, mais le choix en est un autre. Car malgré les offres annuelles comme le Printemps du cinéma qui propose pendant 5 jours par exemple toutes les places à 4 €, ou bien le nombre de réductions qu'il peut y avoir dans certains cinémas indépendants, genre les moins de 14 ans, les moins de 26, les étudiants, les demandeurs d'emploi, etc., les gens choisissent en général d'aller voir des blockbusters français ou américains. Et là-dessus, chaque personne a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais dans ce cas, aimez-vous réellement le cinéma ou est-ce juste un divertissement occasionnel? Franchement, il n'y a aucun problème à ne pas spécialement être intéressé par le cinéma, d'aller en salle juste pour se divertir avec les gros films du moment. Ça vraiment, chacun fait ce qu'il veut. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux d'utiliser son argent pour aller voir des films qui sont de meilleure qualité et qui peuvent tout autant divertir? Parce que là aussi, le problème, il est dans le marketing et la publicité d'un film. Je ne pense pas que Bac Nord, par exemple, aurait fini dans le top 5 des films de 2021 sans la polémique qu'il a alimentée. Surtout qu'il y avait le pass sanitaire à l'époque. Et moi, je trouve que Bac Nord, malgré tous ses défauts, est plus sympa à regarder qu'un film de super-héros. Et d'ailleurs, le dernier film du réalisateur, Novembre, est bien parti pour être un succès au box-office, et il a beaucoup plu. Mais il y a un point que je ne mentionne pas, et il est quand même assez important, c'est l'exploitation en salle. Ce n'est pas qu'une question de choix de la personne de décider d'aller voir un film plutôt qu'un
qu'un autre. Mais c'est aussi que dans les petites salles de cinéma ou les ciné indépendants qui n'ont pas beaucoup de sous, la distribution va forcément plus diffuser les grosses comédies du moment ou les gros blockbusters américains. Parce que là aussi, c'est une question de budget. Par exemple, un film à petit budget va forcément avoir moins de séances et moins de salles en France. Et c'est très souvent les petits cinémas qui sont dispensés de ce genre de production. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces choses-là peuvent changer pendant qu'un film est au cinéma pendant son exploitation sur un succès. Pour reprendre l'exemple de Bac Nord, il avait un certain nombre de séances et un certain nombre de salles en France dans le pays lorsqu'il a été diffusé. Mais au vu du succès énorme qu'il a eu, il y a plus de séances et plus de salles en France qui ont été ouvertes et proposées par la production. Parce que le film devenait une garantie d'un certain nombre de spectateurs. Donc ça aussi, finalement, ça passe par le marketing et la communication d'un film. Et je pense qu'avoir une certaine notoriété sur internet et parler d'un film qui n'est pas forcément très connu, ça peut avoir son impact aussi sur sa durée de vie en salle et sur le nombre de salles qui vont pouvoir l'exploiter dans le pays. Par exemple, très récemment, il y a le film IO qui dispose de plus de séances et plus de salles que la semaine dernière, le jour de sa sortie. Donc quand j'entends parler du prix, je conçois complètement que pour beaucoup ça nécessite de la route et de l'argent, mais le choix du film a aussi son importance. Et n'allez pas me dire que les gens y vont forcément pour se détendre et oublier leurs problèmes. Novembre, ça cartonne alors qu'il traite un sujet lourd. Revoir Paris a bien fonctionné aussi. La nuit du 12, pareil. Le biopic sur Simone Veil cartonne aussi alors que ce n'est pas forcément un sujet très joyeux. Non, ce qui compte, c'est la mise en avant du film. Et le rôle de ceux qui défendent le cinéma français, c'est de mettre justement en avant peut-être des films qui souffrent de ce manque de moyens pour se faire une bonne pub et qui sont de qualité et peuvent intéresser aussi les gens. Mais pour ceux qui malheureusement ont du mal à aller au cinéma alors qu'ils aiment ça, je sais que c'est un problème culturel qu'il est important de souligner. Et je pense qu'à l'avenir, les films français coûteront moins cher, seront toujours plus nombreux, et ça finira peut-être par avoir un impact sur le prix du ticket, peut-être sur le film que l'on prévoit d'aller voir, peut-être qu'il y aura des différences, etc. Mais là, je prophétise un peu. Mais par contre, c'est vrai que le budget des films assez modestes a vraiment diminué en 10 ans. Avant, il y avait une moyenne supérieure à 5 millions d'euros, là on est plus sur entre 3 et 5. Alors là aussi, gros doute sur cette affirmation. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Moralisateur, c'est donneur de leçons, des leçons sur quoi? Moi, j'ai au contraire l'impression que le cinéma français joue sur les codes moraux. Benedetta l'année dernière le faisait très bien. Cette année, on a L'origine du mal qui parle d'usurpation, Asbestas qui questionne justement quel est le bon côté d'une réflexion lors d'une confrontation entre personnes issues de classes sociales différentes, Bruno Redal sur un meurtrier au XVIIe siècle, Viens, je t'emmène sur la relation entre un homme simplet qui se retrouve dans une affaire chelou avec une prostituée, même la comédie Barbac où les persos bouffent du vegan. Les films moralisateurs et bien pensants existent, peut-être que La Fracture l'est un peu car un gentillet avec tout le monde, Ils sont vivants pareil, La Cour des miracles aussi qui est très enfantin, mais en quoi ça en ferait forcément des mauvais films? Peut-être plus simple dans l'esprit, mais la mise en scène peut être efficace tout de même. Par contre, les films ou comédies de masse vont évidemment facilement jouer sur des morales, disons, universelles, comme le bien commun, la gentillesse entre les gens, etc., car justement ils veulent englober un maximum de personnes. Donc il faut bien pour ça avoir des messages simples et bienveillants pour que les gens s'y sentent bien. Et on peut trouver ça niais, un peu irréaliste, c'est souvent mon cas quand je vais aller voir ça. Par ailleurs, je trouve que Jack Mimoun est un bon exemple là-dessus, les relations entre les personnages sont du vu et revu, c'est du recyclage pur, on y met quelques black beaufs et un François Damien un peu marrant, et un semblant d'aventure parce que ça se passe sur une île déserte, et ça fait un film qui relève d'une comédie de masse qui prend aucune pincette. Mais ce n'est pas tout le cinéma français, la majeure partie, encore une fois, est bien plus fine que ça. Mais oui, il y a aussi évidemment des mauvais films qui sortent dans tous les pays, c'est comme ça. Moi par exemple, j'ai vraiment pas aimé Revoir Paris, j'ai pas aimé Jack Mimoun, Le Visiteur du Futur, je trouve Novembre pas terrible, il y a des films que je ne trouve pas bons. Ça peut être par la mise en scène, les personnages, les dialogues, mais tout le temps d'un point de vue cinématographique. Et c'est aussi ça qui me saoule dans ceux qui critiquent le cinéma français, car très souvent ce n'est pas une question de cinéma, mais de positionnement politique ou idéologique. Pourquoi les droitards ont-ils aimé Bac Nord? Parce que des gauchistes s'en sont plaints. Pourquoi ils ont aimé Novembre? Parce que ce sont des sujets qui les intéressent, pas parce que ce sont des bons films. Et ils se sont aussi tous rués sur Athéna de Romain Gavras, alors que pour moi c'est vraiment un film osef, pas très intéressant, mais ça leur donne une porte d'entrée pour parler d'un sujet de société, mais jamais du film en tant qu'œuvre. C'est même parfois drôle de les entendre s'autoproclamer patriotes et défoncer une fierté culturelle nationale reconnue dans le monde entier. Mais bon, j'aime la France, donc j'aime et défends son cinéma, ça me paraît un peu plus logique que de se masturber sur Gladiator. Et je pourrais dire pareil pour des gauchistes qui ont tendance à s'extasier devant des films d'une niaiserie absolue, ou qui se mettent à critiquer des films aimés par des gens de droite justement. On ne parle jamais de cinéma. Mais même quand ce sont des sujets importants comme Goliath qui critique le monde de l'industrie agroalimentaire, c'est une critique que tout le monde suit, car ça parle de produits sanitaires, de chefs d'entreprise qui se foutent de la vie des gens, etc.
c'est très bien, mais je trouve que le film est vraiment pas terrible, il est très cliché et mal mis en scène. Et alors quand ça parle de wokisme, alors là c'est le festival, hein, comme quoi le cinéma français servirait la propagande LGBT et woke. Ça c'est vraiment fort. Déjà que voir des elfes noirs dans une série nulle américaine les rend malades, pas étonnant qu'un film racontant la vie d'un noir en banlieue par exemple leur donne des fantasmes d'un cinéma qui ne parlerait que de ça. D'ailleurs tiens, un petit détail néanmoins, sur les 220 films français qui sont sortis cette année au cinéma pour l'instant, j'en ai vu 4 qui parlent de sujets woke. Ils sont vivants, une histoire d'amour entre un migrant et une française, Compagnon qui parle de réinsertion, La dérive des continents qui parle aussi de migrants, et Ténor qui parle de réinsertion. 4 films que vous n'avez sûrement pas vus, mais les thèmes vous permettent de cracher bêtement sur Twitter. Et d'ailleurs, spoil, je trouve pas que ce sont des films très inoubliables. Cependant, j'attends avec impatience le film Soldat Noir. Alors voilà, j'espère vous avoir prouvé que le cinéma français reste malgré tout un cinéma très riche en films et très varié, et même si des thèmes récurrents peuvent ressurgir, la manière de le réaliser et les histoires à raconter restent très différentes selon la façon de l'appréhender. Par ailleurs, ça me fait un peu rire qu'on souligne à ce point-là le cinéma français quand on voit ce que propose le cinéma mainstream américain en termes de grosses productions, il n'y a rien de plus répétitif. Mais bon, je les ai assez taclés comme ça, il y a par ailleurs beaucoup de films américains originaux qui sortent aussi en salle en France et qui peuvent valoir le coup, et qui ont leur succès en salle d'ailleurs. Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je peux citer Nope de tête, que j'ai trouvé cool, et Les Crimes du futur que j'ai adoré. Et je parle de films américains, mais comme vous le savez, ce sont vraiment toutes les places de cinéma en France qui rapportent de l'argent au cinéma français. Donc je parle de films américains à voir qui étaient effectivement sympas, mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi de très bons films d'autres nationalités qui ont plutôt bien marché et que je vous conseillerais de voir au cinéma. Alors à l'époque, il y avait Juste sous vos yeux, le dernier film de Hong Sang-soo, mais je crois qu'il n'est plus disponible. Sinon, je peux encore vous conseiller I.O., un film polonais sur l'histoire d'un âne, et c'est vraiment un film assez incroyable, qui je pense pourrait plaire même aux gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au cinéma. Sinon, il y a un film roumain qui s'appelle RMN, qui était à 2 doigts d'avoir la Palme d'Or à la place de Sans filtre, et La conspiration du Caire, qui est un film un peu sur les complots politiques au sein du Caire. Voilà, je pense à ces films-là qui sont aussi très intéressants et très prenants, donc n'hésitez pas si vous avez la curiosité d'aller les voir. Mais je sais que la question de l'argent est aussi sur la table, et qu'il faut admettre qu'il y a des endroits en France qui ne disposent pas d'un confort à ce niveau-là. Cependant, les petits bobos sur Twitter qui profitent de ça pour s'amasser des likes sans jamais nuancer, vous, je vous vois, et il faut vous taire. Vous profitez d'un art majoritairement accessible à tous pour ouvertement le critiquer, car ça vous rapporte du bon ratio d'en parler. Et si vous voulez vous amuser à tacler le prochain Astérix, franchement, amusez-vous, faites-le, moi je m'en fous, hein. Mais ne l'utilisez pas pour dégommer le cinéma français, car vous savez très bien que le film cartonnera en salle, qu'il soit bien ou mauvais. Vous savez très bien que les vannes qui sont mis en avant dans ce film représentent vraiment la comédie populaire française, donc moi je trouve qu'il n'y a rien de surprenant dans cette bande-annonce, et qu'effectivement ces mastodontes souvent médiocres amènent beaucoup de monde en salle, et ça fait toujours du bien économiquement. Mais arrêtez de croire que le cinéma est sur la paille. Le mois de septembre fut compliqué, tout comme il y a eu des périodes dans l'histoire du cinéma où les salles faisaient moins d'entrées que d'habitude, et il y a encore toute cette année de fermeture qui a pesé lourd sur l'industrie aussi, toute l'année Covid. C'est souvent l'occasion de rappeler effectivement par des articles qu'il y a des soucis économiques, je les ai cités, de parler un peu des plateformes aussi, mais qui, elles aussi, commencent à perdre de l'audience. Sauf que le cinéma français vous demandera pas de mettre des pubs toutes les heures pendant un film si vous prenez un abonnement, hein? Faire du cinéma, de toute façon, ça n'a jamais été dissociable de penser la situation économique dans laquelle on se trouve. C'est peut-être un truc qui est nécessaire pour tous les artistes, mais je dirais que c'est d'autant plus nécessaire dans le cinéma. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir quelques films. N'hésitez pas à rajouter des choses en commentaire si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!